Bon, lui c'est Case, et il devrait être mort à l'heure où je vous parle. Pourtant, personne n'en a après lui, il est jeune et il n'a aucun problème de santé. Mais l'année dernière, quelques jours après Noël, Case a frôlé la mort. Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est que l'histoire se termine bien. Mais ça, Case le doit avant tout à un accessoire que vous portez peut-être en ce moment même au poignet, une montre connectée. En décembre dernier, Case part skier dans le Colorado avec sa famille. Les 2 premiers jours se passent à merveille, mais le 3e matin, il se réveille épuisé. Il a une bonne migraine et il passe la journée à dormir. Le soir, son état ne s'est pas amélioré. Sa mère pense le laisser se reposer une nuit de plus, mais avant ça, elle veut s'assurer qu'il n'a rien de grave. Elle lui passe alors l'Apple Watch qu'elle porte au poignet et lance une mesure d'oxygénation sanguine. Résultat, 66%. Si ça ne vous parle pas, sachez qu'en règle générale, si la mesure descend sous les 88%, on vous conseille de courir aux urgences. Quelques heures plus tard, Case est dans un lit d'hôpital où les médecins lui diagnostiquent un œdème pulmonaire de haute altitude, une forme très rare mais particulièrement dangereuse qui touche en moyenne un skieur sur 10 000 dans le Colorado. Prise en charge à temps, Case sort de l'hôpital le lendemain et s'en tire sans aucune séquelle. D'après les médecins, s'il avait passé ne serait-ce qu'une nuit supplémentaire dans cet état, il serait tombé dans le coma, et ses organes auraient commencé à le lâcher un à un. Si sa mère ne portait pas une Apple Watch ce soir-là, elle aurait probablement laissé Case dormir, sans savoir qu'il risquait de ne jamais se réveiller. L'histoire de Case est hallucinante, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'il n'est pas le seul. Jim, Chris, William, chaque année, ils sont des centaines à recevoir une notification sur leur poignet, les alertant que quelque chose de grave est en train de leur arriver. Le marché de la santé connectée pèse 85 milliards aujourd'hui. Que vous soyez un coureur, un cycliste ou juste quelqu'un qui essaie d'être plus actif, vous faites sans doute partie de ses clients. Peut-être qu'un jour, vous recevrez une notification qui vous sauvera la vie. Mais c'est peu probable. Et si votre montre ne devient pas votre ange gardien, elle reste au minimum un coach qui mesure votre sommeil, encadre vos entraînements et vous aide à être plus actif et plus performant. C'est le contrat que vous propose la santé connectée. En échange d'une résidence permanente sur votre corps, ces appareils simplifient votre vie sportive et vous donnent une vision claire et précise de votre état de forme. L'offre est alléchante, tellement alléchante qu'un tiers de la population française s'est laissé tenter. Sauf qu'au moment de signer, personne ne s'est demandé s'il n'y avait pas un prix caché à tout ça. Et il se trouve qu'il y en a, pas qu'un seul, et suffisamment important pour impacter le rapport que vous entretenez à votre vie sportive, votre santé et votre propre corps. En 2018, des chercheurs britanniques demandent aux participants d'une étude de s'asseoir sur une chaise où ils sont reliés à un courant électrique. Dans la première moitié de l'expérience, les participants sont prévenus qu'ils vont recevoir un choc électrique douloureux. Dans la seconde moitié, on leur dit qu'ils ont une chance sur 2 de recevoir cette décharge. Si la méthode peut sembler barbare, les conclusions de cette étude sont fascinantes. En moyenne, le groupe qui n'avait que 50% de chances d'être électrocuté était plus agité et plus angoissé que celui qui était certain de souffrir. Votre cerveau a horreur de l'incertitude. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les fabricants d'objets connectés. L'un des plus gros avantages d'une montre comme celle-ci, c'est qu'elle rend concret et mesurable des données qui étaient jusqu'alors invisibles et incertaines. Ce qui frustre le plus les débutants de n'importe quelle discipline, c'est la sensation de ne pas progresser. Si vous courez depuis quelques semaines, vous êtes essoufflé, vous avez mal partout, et vous ne voyez pas encore d'énormes résultats. Avec une montre ou n'importe quel appareil de suivi, c'est différent. Vous pouvez voir que votre fréquence cardiaque ne s'emballe pas autant qu'il y a quelques jours, que votre allure augmente, que votre cadence de pas s'accélère, bref, les chiffres ne mentent pas. Vous progressez, même si ce n'est pas encore visible. Dans des sports ingrats qui demandent de la patience comme les sports d'endurance, c'est ce qui peut faire la différence entre abandonner après 3 semaines et s'accrocher, y prendre goût et ne plus jamais arrêter. Si les données de votre montre ou d'une application vous ont motivé à être plus actif, c'est une excellente chose, mais vous n'allez peut-être pas vouloir écouter les prochaines minutes de la vidéo. En 2022, une équipe de recherche s'est intéressée aux données les plus communément mesurées par les trackers d'activité avec une question assez simple. Est-ce que c'est fiable? Et la réponse, c'est que ça dépend. Lorsqu'une montre mesure votre fréquence cardiaque au poignet, elle émet de la lumière, souvent rouge ou verte, qui pénètre la peau. Une partie de cette lumière est absorbée par le sang, et une autre est réfléchie et réceptionnée par un capteur situé sous la montre. Les variations dans l'intensité de la lumière réfléchie correspondent aux variations du volume sanguin dû au battement du cœur. En interprétant ces données, la montre peut calculer votre fréquence cardiaque. C'est une technologie qui est assez précise, sauf quand vous la mettez au poignet. Le souci, c'est que plus vous vous approchez des extrémités de l'organisme, moins la mesure est fiable, car les vaisseaux sanguins ils sont plus petits, et les variations de volume sanguin moins marquées. Ajoutez à ça les interférences dues à la sueur qui se glisse sous la montre, à votre pilosité, à un potentiel tatouage, voire simplement à la lumière du jour qui passe entre le capteur et la peau, et vous comprenez mieux pourquoi votre montre affiche parfois 180 BPM, alors que vous commencez tout juste à trottiner. Vous me direz, on n'est pas des pros, et une mesure imprécise de temps en temps, c'est pas bien grave. Et vous avez raison. Le problème, c'est que non seulement la fréquence cardiaque est généralement la donnée la plus fiable que votre tracker peut mesurer, mais elle sert aussi de base au calcul à la plupart des autres informations. C'est par exemple le cas de la charge d'entraînement, de votre niveau de stress, votre VO2 max, ou même votre sommeil. Ce que vous voyez, c'est l'examen standard permettant de contrôler votre sommeil, on appelle ça une polysomnographie.
Pendant toute une nuit, un ensemble de capteurs mesure vos mouvements respiratoires, l'activité électrique de votre cerveau, de votre cœur, les mouvements de vos yeux, et tout ça produit tellement de données qu'il faut plusieurs jours à une équipe de médecins avant de pouvoir vous communiquer les résultats. Pourtant, tous les matins, à la seconde où j'ouvre les yeux, mon Apple Watch sait déjà combien de temps j'ai dormi et le temps que j'ai passé en sommeil profond ou léger. Comment c'est possible? On sait pas vraiment. Une étude publiée en 2021 explique que l'utilisation d'algorithmes confidentiels non standardisés et souvent non validés scientifiquement représente le plus gros point noir de ces trackers en termes de suivi du sommeil. Garmin ne le mesure pas de la même manière que Fitbit ou Apple, et aucun fabricant n'a jamais rendu public la technologie qu'il utilise pour transformer vos données de fréquence cardiaque ou les mouvements de votre bras en un score de sommeil. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils se trompent beaucoup. En comparaison avec une polysomnographie effectuée en laboratoire, les trackers que vous utilisez mesurent correctement vos phases de sommeil environ 50% du temps. Donc si vous êtes inquiet en voyant que vous passez très peu de temps en sommeil profond chaque nuit, il y a une chance sur deux que le problème ne vienne pas de vous, mais de la montre. Et ça n'est ni étonnant, ni scandaleux. Lorsque vous compressez un laboratoire de recherche complet dans un objet qui pèse quelques grammes, vous êtes contraint de faire quelques concessions sur la fiabilité de vos mesures. Sur les 5 données les plus communément mesurées par les objets de santé connectés, 3 affichent régulièrement des taux d'erreur supérieurs à 20%. Et ça pourrait ne pas être un problème si ces outils n'étaient pas devenus pour beaucoup le point de référence de leur santé et de leur activité sportive. Lorsque votre montre vous dit que vous avez passé une mauvaise nuit, vous la croyez. Parce qu'elle vous a coûté suffisamment cher pour que vous lui fassiez confiance, parce que son fabricant fait tout pour vous convaincre que ces mesures sont exactes, et parce que votre cerveau déteste l'incertitude. Se lever le matin en ayant la vague impression d'être encore endormi, c'est pas super clair. Voir noir sur blanc que votre score de sommeil est de 18 sur 100, c'est beaucoup plus marquant. Alors vous allez y croire, sans jamais vous demander comment ce score est calculé, ni même s'il pourrait s'agir d'une erreur. Et si l'efficacité de l'effet placebo est largement documentée, son inverse est moins connu. On parle d'effet nocebo lorsqu'un élément neutre entraîne des effets néfastes sur la santé. Une étude d'Oxford a demandé à des participants de dormir en laboratoire dans le cadre d'une expérience sur le sommeil. Le lendemain, certains d'entre eux ont reçu un rapport fictif leur affirmant qu'ils avaient mal dormi. Et même si, en réalité, ils avaient passé une nuit parfaite, ces participants se sont tous déclarés confus, fatigués ou irritables. Il a suffi qu'une figure d'autorité leur fournisse la preuve qu'ils avaient passé une sale nuit pour que leur cerveau adapte leur ressenti en conséquence. Vos appareils de santé connectés ne font pas qu'analyser votre état de forme, ils changent la perception que vous en avez. Parce qu'entre vos sensations et l'apparente exactitude d'un chiffre calculé par un algorithme, votre cerveau sera toujours plus attiré par l'information qui lui semble la plus certaine. En fait, le problème, ce n'est pas l'appareil, c'est l'usage qu'on en a. Si vous ne vous sentez pas en forme depuis quelques jours et que les données de votre montre vous permettent de confirmer ce ressenti, c'est une bonne chose. Mais à l'inverse, scruter en permanence vos données de fréquence cardiaque ou de stress à la recherche de la moindre anomalie n'est pas très différent de passer la journée devant BFM TV. Vous êtes gavé d'informations, mais qu'est-ce que vous en faites? Ces données n'ont de l'intérêt que si elles vous apportent une réponse, pas si elles suscitent une question. Ça ne veut pas dire que vous devez jeter les trackers d'activité que vous avez. D'ailleurs, même à très haut niveau, vous aurez du mal à trouver un athlète qui s'entraîne sans enregistrer un paquet de data, parfois avec les mêmes appareils que ceux utilisés par le grand public. Mais il y a deux différences. La première, c'est qu'un athlète est encadré par un coach ou un staff complet, formé pour lire ces données et y trouver ce qui est important. La seconde, c'est qu'un athlète sait écouter les signaux que lui envoie son corps et y trouve des informations encore plus précieuses que celles de sa montre. Ce n'est pas aussi cool que de voir un beau graphique sur votre téléphone et aucune marque ne fera de publicité pour ça, mais votre corps, vos sensations sont les moniteurs d'activité les plus fiables à votre disposition. Vous pouvez les compléter par un accessoire connecté, mais jamais les remplacer. Car si les trackers d'activité sont d'excellents outils, ils font de très mauvais maîtres. En tout cas pour l'instant. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, Fitbit, Garmin et les autres en ont parfaitement conscience, mais ces marques font au mieux avec la technologie dont elles disposent. Et celle-ci est en train de progresser à une vitesse folle, en particulier en ce qui concerne l'intelligence artificielle. L'une des forces de l'IA, c'est sa capacité à analyser d'immenses quantités de données pour en extraire des informations utiles et compréhensibles. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, par exemple en demandant à ChatGPT de lire un tableur Excel. Aujourd'hui, votre tracker d'activité vous submerge d'informations, à tel point qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Demain, ce sera sans doute différent. En octobre 2024, Strava a lancé Athlete Intelligence, un modèle d'intelligence artificielle destiné à vous donner des retours simples et compréhensibles sur votre progression. En analysant toutes les informations collectées sur vos entraînements, Athlete Intelligence transforme vos données en observations concrètes en y ajoutant du contexte. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est pas très utile. Les informations sont très basiques et une fois l'effet de nouveauté passé, je n'y ai plus jamais prêté attention. D'autant plus que même si le feedback était pertinent, il reposerait toujours sur des données dont la fiabilité est assez variable. Mais ce n'est qu'une première version, et si vous regardez cette vidéo en 2025 ou après, ça fait peut-être bien longtemps que vous n'avez pas vu ce genre d'interface, parce qu'une IA s'occupe de faire remonter les infos qui vous intéressent. Bien sûr, ce progrès n'est pas sans risque. Il donnera toujours plus de crédibilité aux données de vos moniteurs d'activité, réduisant toujours plus la place laissée à vos sensations. C'est aussi accorder sa confiance à une entreprise non seulement pour collecter et sécuriser ces informations, mais en plus pour les analyser et avoir une connaissance quasi parfaite de votre état de santé. Si vous ne voyez pas ce que ça implique, les compagnies d'assurance, elles, l'ont bien en tête.
Aux États-Unis, plusieurs assureurs proposent une Apple Watch lors de la souscription d'un contrat, ce qui est une belle manière d'attirer des clients, mais aussi de collecter plus de données à leur sujet. Grâce à l'IA, ces informations deviennent plus facilement exploitables, ce qui permettrait à votre mutuelle d'augmenter le montant de votre cotisation si elle estime que votre sommeil, votre activité physique augmente votre risque de tomber malade. Tout ça n'est pas encore notre réalité, mais ce n'est pas non plus de la fiction. En 2019, Tim Cook déclarait que le secteur de la santé représentait la plus grande contribution d'Apple à l'humanité. Case et tous ceux qui sont encore là grâce à une Apple Watch ne diraient pas autre chose, mais ce serait trop simple de conclure là-dessus. Car derrière ces belles histoires, le constat est terrible. Nous vivons à la fois dans l'époque la mieux informée sur sa santé et la plus sédentaire. Collecter des informations sur soi est une chose, s'en servir pour modifier son comportement en est une autre. Si la technologie peut vous aider à mieux comprendre le problème, vous êtes les seuls à pouvoir le résoudre. On se retrouve dans 3 semaines.